Non, mais il dit ça pour vous fâcher, c'est pas vrai. Voilà, il est pénible. Il est pénible. Je te dis, tu vas passer aspirateur, ça. Je connais ça aussi. Oh non, non, déconne pas, hein. Même pas de la Je vais merde. mettre Toto, je sais pas. Mais vis-à-vis des autres, ça les regarde pas. Tout, c'est bien. Il est pénible. On n'a pas le droit de Excusez-nous, bienvenue quand même. Hein. Excusez-nous, hein. Attention, on y va, maintenant on est en C'est retard. sérieuse, hein. Du coup, j'ai oublié mes lunettes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce vendredi, dernière émission de la semaine. Florence Sueur au micro. Bienvenue au bar de l'économie avec IDFM en radio, bien sûr en FM, avec donc Facebook effectivement aussi. Et puis vous pourrez nous retrouver sur YouTube, sur LinkedIn, bref, sur les réseaux dès cet après-midi. Alors aujourd'hui, le thème c'est relocalisation industrielle, savoir-faire en fabrication industrielle, et puis aussi culture managériale et mode de travail avec les neurosciences, grâce à mes invités du jour que je remercie d'être à mes côtés aujourd'hui. Jean-Luc Roulet, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur général du groupe Axedia. Vous fabriquez des portes basculantes, des ascenseurs monte-voiture et puis aussi la sécurité des bâtiments. Vous allez accroître votre capacité de production, vos capacités finalement. Et vous allez aussi relocaliser des activités sous-traitées, ce qui est formidable pour l'Île-de-France. Et pour cela, vous êtes accompagné entre autres par la région Île-de-France dans le cadre de l'appel à projet PME. Vous avez obtenu, ou vous allez obtenir en tout cas une subvention de 600 000 €. Un groupe créé il y a 10 ans suite au rachat de différentes sociétés par Dominique Pinault. À nos côtés, Renata Koura, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Renata Koura, vous êtes docteur en neurosciences, vous avez été chercheur à l'INSERM, vous avez créé 2 entreprises, SciSense et NeuroTelos. Donc c'est un cabinet, ce sont des cabinets d'accompagnement de la transformation de la culture managériale et des modes de travail, en vous appuyant sur les neurosciences bien sûr. Pour faire un pont, vous dites, entre le savoir et le savoir-faire. Et vous avez publié un livre, Un autre regard sur la performance. Donc on sera intéressé justement par cet autre regard. Alors tout d'abord, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. On va commencer par notre experte, si Philippe, notre technicien, veut bien, avec Céline, notre experte en bien-être, sur le lâcher-prise. C'est la deuxième partie de ce qu'elle nous a déjà proposé. Bonjour Florence, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle chronique bien-être, j'ai eu envie de vous parler de lâcher-prise. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, il est difficile en ce moment d'échapper aux innombrables injonctions, parfois paradoxales, qui nous inondent depuis presque un an, en mode « faites ci, ne faites surtout pas ça » en matière de santé, d'alimentation ou de bien-être. Et si, au contraire, en ce mois de janvier, on prenait une anti-bonne résolution, si on décidait de lâcher prise? C'est une bonne idée. Alors, on peut avoir tendance, bien sûr, à apprécier toutes ces consignes, tous ces modes d'emploi, tant ils nous rassurent et nous guident au milieu du chaos qui caractérise cette période incertaine et inquiétante que nous traversons dans le cadre de cette épidémie de Covid-19. Pourtant, à force de vouloir contrôler tout ce qui nous entoure, voire de vouloir nous contrôler nous-mêmes, nous gaspillons notre énergie et nous perdons notre sérénité. Ceci étant dit, le lâcher-prise est anxiogène car beaucoup d'entre nous ont déjà fait l'expérience douloureuse de la spontanéité, de la naïveté, susceptible de nous revenir en boomerang. On considère donc qu'il est nécessaire de se contrôler, puisque ne plus se contrôler signifie se mettre en danger. Le contexte actuel peut néanmoins nous amener à accepter nos limites et à accepter d'agir uniquement sur ce qui est à notre portée. Lâcher prise nous permet notamment de préserver notre santé physique et psychique du poison que représente la rumination des émotions négatives. Certains pensent souvent, à tort, que lâcher prise consiste à renoncer, à se résigner. S'il y a effectivement du renoncement dans le lâcher prise, la résignation est absente de cette philosophie de vie qui a le pouvoir d'adoucir le quotidien. Il s'agit simplement d'être bien ancré dans le présent, focaliser son attention sur sa respiration quelques minutes, plusieurs fois par jour, s'étirer agréablement, mettre un peu son corps en mouvement et apprécier les ressentis positifs, remplacer systématiquement les pensées négatives par du positif. C'est un bon début, non? À bientôt.
Voilà, merci Céline Mest pour ces bonnes résolutions à prendre, évidemment, et puis à faire peut-être pour le week-end, c'est toujours bien. Vous voulez commenter peut-être, Renata Cora, pour ces exercices respiratoires? Oui, avec plaisir. Oui, c'est très intéressant et toutes les recommandations qu'elle nous passe à la fin sont très intéressantes, effectivement, à prendre en compte. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'association qu'on fait entre contrôle. Moi, je dis toujours que c'est plutôt une question de conscience. Quand on le fait avec conscience, quand on fait des choix conscients, quand on n'est pas simplement en pilote automatique ou en se laissant emporter par nos émotions, on arrive aussi à lâcher prise. Et le lâcher prise, il peut être aussi pas forcément de faire une anti-bonne résolution, mais de se dire j'ai fait de mon mieux, je fais tout ce que je pouvais et maintenant, c'est plus dans mon champ d'influence. Et donc, je peux laisser simplement et effectivement choisir où je veux mettre mon attention, mon focus et mon moment présent. Et la respiration est effectivement un très bon outil pour ça. Oui, parce que justement dans votre livre, Un autre regard sur la performance, vous parlez beaucoup de respiration, on y reviendra tout à l'heure. Merci en tout cas Renata Cora pour votre commentaire. Alors pour commencer nos infos du jour, je vous propose un petit rendez-vous, une rencontre Parlement Express, c'est comme ça qu'il l'a appelé, notre député David Corsiero, le samedi 30 janvier. Il vous propose donc demain de vous donner rendez-vous de 10h à 16h au Relais du Lac, 1 avenue Beau Séjour à Soisy, sous Montmorency. Vous pouvez aussi le contacter pour prendre rendez-vous par Internet. Là, il faut taper https://urlz.fr/ELSE ou alors appelez tout simplement au 06 44 23 58 74. Mais vous pouvez aussi y aller sans rendez-vous. Je vous rappelle, c'est de 10h à 16h au Relais du Lac à Soisy, sous Montmorency, si vous voulez rencontrer le député David Corsiero. Autre information, c'est une information évidemment Covid. J'essaye bien sûr de vous trouver d'autres informations que de parler du Covid, mais on ne peut pas s'en passer. D'autant que là, la conférence de presse d'Olivier Véran nous a appris que 3100 patients sont atteints de Covid et sont en réanimation. Malgré tous nos efforts, a-t-il dit jeudi, les variants circulent activement en France. C'est le constat dressé par donc notre ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi soir, lors de sa conférence de presse, qui nous prépare en fait psychologiquement à ce nouveau confinement. Les variants touchent plus de 2000 patients par jour actuellement. Le gouvernement acte le fait que le couvre-feu à 18h en vigueur depuis le 16 janvier ne freine pas suffisamment la propagation du virus. Des décisions donc seront prises en fin de semaine sur un nouveau confinement puisqu'il y a actuellement 20 000 nouveaux cas par jour, 250 patients admis chaque jour en hôpitaux et 2000 patients atteints des variants coronavirus. Je répète, la saturation des lits d'hôpitaux est à 60%. Autre information du jour, c'est le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca qui va produire 90 millions de doses au vaccin contre le coronavirus au Japon et pour le Japon. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement japonais qui n'a pas encore commencé à vacciner la population. Nous pensons qu'il est très important d'être en mesure de produire les vaccins localement, a déclaré le porte-parole. Le Japon prévoit de commencer les vaccinations fin février et d'administrer en priorité le personnel médical avec les doses disponibles du vaccin développé par Pfizer. Tokyo a conclu par avance un accord avec AstraZeneca pour se procurer 120 millions de doses du vaccin que le laboratoire a développé avec l'université d'Oxford et tout ça pour avoir une indépendance sanitaire. Autre information du jour, c'est le fonds souverain de la Norvège, le plus gros du monde, qui a engrangé plus de 100 milliards d'euros de gains en 2020, malgré la pandémie de Covid-19, a annoncé jeudi la Banque de Norvège. Tiré essentiellement par les marchés boursiers, en particulier par les valeurs technologiques, le fonds a dégagé un rendement de 10,9% l'an dernier, soit 1000 milliards de couronnes, c'est-à-dire 101,5 milliards d'euros. C'est le deuxième plus gros gain de son histoire en valeur absolue. Sa valeur fin décembre atteint en fait la somme de 1 milliard d'euros, enfin un peu plus même, recueillant les revenus pétroliers publics. Le fonds a enregistré un gain de 12% sur ses placements en actions, qui représentent 72% de son portefeuille. Il y a 9200 entreprises dans ce portefeuille et il détient à peu près 1,5% de la capitalisation boursière mondiale. Le numérique est en hausse et l'investissement dans le pétrole à la baisse.
Et en fait, ce sont les entreprises technologiques qui ont enregistré le meilleur rendement avec des gains de 41%, a dit donc le directeur du fonds Nicolas Tangen. Et en fait, le fonds de la Norvège, le fonds souverain, a investi chez les Américains avec les principaux contributeurs que sont Apple, Amazon et Microsoft. Et grâce à ces 3 investissements, eh bien, pour Apple, ils ont fait un gain de 84 milliards de couronnes, avec Amazon 51 milliards de couronnes, avec Microsoft 41 milliards de couronnes, et Tesla suit juste derrière, après, avec 36 milliards de couronnes. Donc on voit la gestion de l'État de la Norvège. Autre information du jour, oui ça fait rêver, je sais, Jean-Luc Roulet. Jean-Luc Roulet. Vous êtes industriel, vous me regardez avec étonnement. J'imagine qu'en tant qu'industriel, on est intéressé par avoir des liquidités, bien sûr. C'est clair, c'est quelque chose d'important, bien sûr, dans vos activités. On verra si peut-être vous investissez en bourse quand vos gains vous le permettent. On vous posera la question tout à l'heure. Autre information du jour, Paris signe la vente de 18 Rafale à la Grèce. Avec ce contrat, l'avion de combat français franchit le cap des 100 commandes à l'international. La Grèce recevra ses premiers avions à l'été 2021 en un temps record, soit 4 mois après l'intention d'achat exprimée par la Grèce. La France a signé ce 25 janvier un contrat pour la vente donc de 18 Rafale. La signature a eu lieu à Athènes en présence de Florence Parly, la ministre des Armées, et bien sûr de son alter ego grec, le ministre bien sûr des Armées. Je ne vais pas prononcer son nom parce qu'il est très compliqué. Mais la ministre française a ensuite été reçue par le Premier ministre grec. Et ce contrat, bien sûr, resserre un peu plus les relations politiques entre les 2 pays européens. Cette commande couvre 3 contrats, précise le cabinet de Florence Parly. Le premier porte sur la livraison de 12 Rafales au standard le plus récent, les F3R, prélevés sur la flotte de l'armée française, et de 6 avions de combat neufs. Ce premier contrat a été signé par Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, le constructeur bien sûr de l'appareil. Le second concerne l'armement des avions, en l'occurrence des missiles anti-aériens de longue portée. Voilà un petit peu ces infos à propos de Dassault Aviation et de l'armée française. Je rappelle que le Rafale franchit le cap des 100 commandes grâce à 4 clients principaux, c'est l'Égypte, le Qatar, l'Inde et puis maintenant la Grèce. Jean-Luc Roulet, vous voulez réagir ? On peut noter déjà que c'est la première vente de Rafale en Europe, puisque jusqu'à présent c'était des pays non européens qui avaient acheté le Rafale. Et après, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le tissu industriel français. Il y a un vrai savoir-faire dans les métiers, notamment de l'aéronautique. Et ça va être aussi des opportunités pour tous les sous-traitants qui travaillent avec Dassault. Et une vraie possibilité aussi de développement de ces sociétés. Merci beaucoup Jean-Luc Roulet. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Axelia. Autre information du jour, c'est à propos de Technip Energy, issue de la scission des activités du groupe parapétrolier américain Technip FMC, qui prévoit de se coter à la Bourse de Paris à moyen terme. En fait, Technip, qui était un fleuron générique français, avait été racheté par les Américains. Eh bien, Technip reprendra donc son indépendance après 3 ans de fusion avec l'américain FMC d'ici à fin 2020. Un processus de scission des 2 entités interrompu en mars dernier en raison de la pandémie et sous réserve, bien sûr, pour cette année en tout cas, des autorisations et des conditions réglementaires habituelles. Pour marquer son changement de périmètre, l'ingénieriste se rebaptise Technip Energy. Il est spécialisé dans l'énergie parapétrolière, la conception et la construction de plateformes pétrolières, de sites de production de gaz liquéfié et de raffineries ou encore d'usines. Mais nous sommes positionnés au cœur des problématiques de la transition énergétique, de la décarbonation aux solutions sans carbone pour répondre aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain, a déclaré dans un communiqué le directeur général de Technip Energy, Arnaud Piéton. Pour 2020, son chiffre d'affaires devrait être entre 5,9 milliards et 6,1 milliards d'euros et sa marge opérationnelle entre 5 proche de 6%, et les prévisions sont idem pour 2021. L'entreprise annonce des opportunités d'affaires estimées à plus de 100 milliards d'euros et à fin juin 2020, son carnet de commandes s'établissait à 13,2 milliards d'euros. Jean-Luc Roulet, vous voulez réagir? Technip, ça vous parle? Oui, ça me parle. Donc là aussi, c'est une très belle entreprise française et qui est leader dans ce domaine. Je sais que ça a été compliqué avec les Américains sur ces 3 années.
Et je pense que c'est une vraie opportunité pour Technip de se recentrer sur son cœur d'activité et de se développer de nouveau, sachant qu'ils interviennent sur des projets à travers tout le monde entier où leur compétence est clairement identifiée. N'est plus approuvée. Et n'est plus approuvée. Merci Jean-Luc Roulet. Je rappelle que vous dirigez le groupe Accédia. Autre information, on change de sujet, c'est une proposition de loi de la majorité contre la maltraitance animale qui a été votée par l'Assemblée nationale. Donc, un nouveau certificat de connaissance que devra signer tout acquéreur d'un animal domestique. Ce certificat rappellera les obligations de soins, de vaccination et les coûts liés à la possession d'un animal, nourriture, vétérinaire, etc. Il doit aider à la prise de conscience de ce que représente l'acquisition d'un animal, a fait valoir le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, en soutien à ce texte qui fait écho aux préoccupations de la société et qui s'intéresse aussi d'ailleurs au sort des dauphins, des visons et autres animaux sauvages. Elle prévoit de durcir les sanctions contre la maltraitance avec 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour la mort de l'animal. En cas de condamnation, les personnes pourront se voir interdire de détenir un animal et les peines pourraient être durcies dans l'hémicycle. D'autres articles reprennent des engagements du gouvernement, interdire progressivement la détention d'animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums, la présence d'animaux sauvages sur des plateaux de télévision, en discothèque ou lors des fêtes privées, et interdire les monteurs d'ours et de loups et de fermer les élevages de visons. Voilà un petit peu pour cette nouvelle règle. Je vous rappelle que la France détient le triste record d'abandon des animaux parmi les pays européens. Et c'est donc bien, enfin, moi je trouve que c'est très bien cette loi. Renata Cora, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est aussi c'est important au niveau des animaux domestiques. Et c'est très important aussi au niveau de notre comportement avec les animaux sauvages. Parce qu'on a vu déjà ce qui nous a fait les Covid, qui vient bien évidemment, c'est culturellement différent, mais c'est cette proximité ou ce non-respect, on va dire, de la nature et des autres animaux qui fait aussi qu'on fait révéler des maladies qui n'étaient pas les cas avant. Merci beaucoup Renata Cora. Je rappelle que vous dirigez Neurotelos. Autre information, c'est le chant du coq ou l'odeur du fumier. Le Parlement adopte une loi pour protéger le patrimoine sensoriel, je cite, des campagnes. Déjà votée par l'Assemblée nationale, cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par le Sénat. C'était jeudi. Elle entend mettre fin aux plaintes pour nuisances, très nombreux ces dernières années, concernant le bruit et les effluves du monde rural, des vaches trop bruyantes, des cigales à l'unisson ou encore le chant du coq, sans oublier les odeurs. Voilà quelques exemples de ce qui dérange ce qu'on appelle les néo-ruraux. Ces dernières années, plus de 18 000 plaintes ont été déposées. Ces marqueurs sonores et olfactifs du monde rural vont bientôt entrer dans le code de l'environnement pour constituer une partie du patrimoine sensoriel de nos campagnes. Les rapporteurs du texte espèrent éviter ainsi les plaintes des néo-ruraux ou des vacanciers. On est tombé quand même dans un drôle de monde, je trouve. Bref, l'application de cette loi devrait être pour la fin de l'année ou le début 2022. Allez, pour finir, 2 informations qui donnent de l'espoir. Eh bien, la première, c'est BEFC qui invente la pile écologique à base de papier. Mais oui, fondée à Grenoble, cette start-up présente une pile à biocarburant écologique à base de papier pour appareils jetables ou portables à basse puissance. Elle est prévue pour un usage unique dans le domaine, par exemple, de la santé. Un exemple concret, ce sont les tests d'ovulation ou de grossesse, les kits pour diabétiques ou les patchs de mesure du rythme cardiaque. L'objectif est de remplacer les piles au lithium existantes dans de nombreux dispositifs médicaux ou biomédicaux, car elles sont difficiles à recycler, toxiques ou nocives pour l'environnement, a expliqué Jules Hamon, le patron de BEFC. La seule solution est souvent de les brûler et 97% d'entre elles finissent dans les champs et dans les océans. Bref, ces biopiles offrent une solution durable et écologique et ce sont des piles ultra minces et miniaturisées à base de papier composées donc de biocarburants écologiques. Notre technologie, explique-t-il, utilise des catalyseurs biologiques au lieu des catalyseurs chimiques et coûteux à base de métaux nobles pour convertir des substrats naturels comme le glucose et l'oxygène en électricité. Une goutte d'eau du robinet ou des fluides biologiques suffisent à initialiser
La pile, disponible dans une large gamme de formats et de performance, elle est aussi puissante qu'une pile au lithium de 2,5 mW par centimètre carré. Son objectif à cette start-up, c'est passer de 10 000 piles produites par jour à 5 millions en 2022 et faire ainsi baisser en dessous de 50 centimes le coût de cette pile en papier. Autre innovation qui fait rêver, c'est la création du premier test de biomarqueur et qui peut prédire la dépression et le trouble bipolaire. La science ne cesse de progresser. Les scientifiques ont créé ce premier test sanguin capable de prédire un test fiable à 80% selon les chercheurs de l'université d'Adélaïde en Australie et celle de Chine, l'université médicale de Kunming. Ce nouveau test permet de mesurer le niveau d'une protéine cérébrale appelée facteur neurotropique délivré du cerveau, selon la revue Journal of Psychiatry Research. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est un kit en fait de dosage commercial. Qui est donc ce nouveau test. Ils ont effectué un échantillon sur 90 patients graves et 15 patients atteints de troubles bipolaires et 96% de témoins sains. Et c'est pour ça qu'ils prédisent que ce test est fiable à 80%. Voilà, c'était la fin des infos. On vous retrouve dans quelques minutes après notre première pause musicale du jour. Vous écoutez IDFM, Radio Ambiance. La radio du bien-être. Vous pouvez sortir, oui. Donc, qu'est-ce que tu nous mets là? To tone the line. Hold the line. On. Tout ce qui est donc sécurité, c'est des appareils que vous fabriquez? Non, vous distribuez? Non, on a une partie de fabrication dans l'usine à Val-de-Reuil, à côté de Rouen, et une partie de distribution. Là, pour le coup, il y a des éléments qui viennent clairement d'Asie, de Chine. Mais il y a une partie de fabrication quand même. En fait, on est un des seuls Français à fabriquer encore des alarmes françaises. D'accord. À Val-de-Reuil, une alarme pour tout ce qui est notamment entreprise, usine, avec des alarmes filaires qui sont fabriquées en France. Et pour les portes donc de garage, ce sont des portes qui se lèvent, qui s'enroulent vers le plafond, ou c'est aussi des portes qui partent sur les côtés? Alors, principalement, c'est des basculantes qui se lèvent vers le plafond. On en a aussi qui s'ouvrent des battantes comme ça, ou des accordéons, comme qui sont en portefeuille pour le collectif d'habitation. Après, dans l'industrie, là par contre, on a des enroulables, il y en a qui remontent. Mais vous ne faites pas des bras articulés pour des portes qui s'ouvrent de portail, par exemple? Non. On en faisait, on a arrêté. Ah, vous avez arrêté. Et on a une gamme de portes battantes pour les Porsche, par exemple. On en fait peu, on a la gamme. On fait des portes battantes. Ça, c'est vous qui les fabriquez aussi? On en fabrique aussi. Mais c'est vraiment la porte basculante qui prend plus de 90% des... C'est la demande. De la fabrication. C'est la demande parce qu'en fait, c'est intensif. C'est des portes qui peuvent faire jusqu'à 1000 ouvertures jour. C'est la particularité. Donc c'est beaucoup plus puissant que des portes qui s'ouvrent en deux? Disons que c'est plus adapté, c'est plus endurant. D'accord. Ok. On parlera aussi des innovations, puisque vous l'avez cité, donc ça sera bien. Vous êtes combien dans ce groupe?
Le groupe, au niveau global, on est 450. 450 ? Ouais. Donc vous êtes ce qu'on appelle une ETI. Voilà, c'est plus une ETI. Vous faites partie de fédération, tout ça ? Bien sûr. On y retourne. Vous faites partie du C'est syndicat ? le FPSA, c'est... Avec un casque. Lui, il écoute sa musique. Elle nous voici de retour. C'était une petite pause musicale sur IDFM Radio Anguin et sur Facebook avec donc c'est le groupe Toto. C'était un grand extrait de Hold the Line au bar de l'économie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons culture managériale, mode de travail avec les neurosciences et puis nous parlons industrie, investissement industriel et relocalisation avec mes invités du jour, Renata Cora, docteur en neurosciences et directrice de NeuroTelos, un cabinet d'accompagnement du management finalement, et Jean-Luc Roulet, directeur général du groupe Axiedia. Alors Jean-Luc Roulet, en introduction, je disais que vous fabriquiez entre autres des portes basculantes et puis des ascenseurs monte-voiture et de la sécurité pour les bâtiments. Donc vous allez accroître vos outils de production, mais avant, expliquez-nous un petit peu ce groupe, comment il s'est constitué, puisque maintenant vous êtes ce qu'on appelle une ETI, une entreprise de taille intermédiaire de 450 personnes. Donc, comme vous le disiez en introduction, le groupe Axiedia a été créé il y a 10 ans par Dominique Pinault, qui a donc racheté progressivement plusieurs sociétés dans les domaines de la sécurité pour le bâtiment, des automatismes et de la fermeture. Et donc c'est comme ça que s'est constitué ce groupe. Et maintenant, il y a une vraie volonté de développer un groupe avec des complémentarités entre les différentes entreprises. Et donc la société dont on parle dans le cadre de l'investissement PME, c'est Saphir, qui donc est un fabricant de portes de garage pour le collectif d'habitation, qui a été créé maintenant il y a 35 ans, qui est installé à Gargenville dans les Yvelines. Et donc aujourd'hui, sur cette société, on a des capacités de production qui sont limitées, on peut difficilement continuer à se développer parce que voilà, les surfaces sont restreintes, on a progressivement acheté différentes cellules, et du coup on est dans un environnement qui est contraint, et donc pour pouvoir se développer, on a besoin quelque part de déménager, d'avoir des nouveaux locaux et surtout de nouveaux process avec un outil industriel plus récent et plus moderne. Alors du coup, vous avez déjà trouvé votre terrain pour pouvoir vous installer ailleurs ? Alors effectivement, on vient de signer un terrain et on va déménager à Buchelet, donc qui est juste à côté, toujours dans le 78. PSO, toujours dans le 78, à une dizaine de kilomètres de Gargenville. Alors du coup, ça veut dire qu'au niveau industriel, vous prenez un espace plus grand. Comment ça se passe ? La nouvelle usine, donc on va construire. On a recherché des bâtiments existants dans l'environnement de Gargenville, mais on n'a pas trouvé de projet qui pouvait correspondre à nos besoins. Donc on a décidé d'aller sur un bâtiment neuf, sachant que la priorité du projet, c'est vraiment les process que l'on veut installer. Et donc du coup, on a d'abord défini nos process, vers quoi on voulait évoluer, et après on va adapter le bâtiment autour de ce projet de process. Parce effectivement, la surface va croître d'environ 20%. Parce que c'est pas si facile que ça de déménager une entreprise industrielle, parce qu'en plus il faut produire selon les commandes. Donc ça veut dire que vous investissez dans des nouvelles machines-outils pour améliorer le process de fabrication ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, on va effectivement racheter de nouvelles machines, à la fois des machines qui vont remplacer des machines existantes, mais aussi de nouvelles machines pour pouvoir, comme vous le disiez par une introduction, réinternaliser une partie de notre production qu'on sous-traite aujourd'hui et demande plus d'autonomie. Notamment, on va investir dans un centre d'usinage. C'est quelque chose que l'on n'a pas aujourd'hui, qui nous permettra de faire certaines opérations en interne, là où elles sont sous-traitées actuellement. Alors, expliquez-nous un petit peu le process de fabrication des portes basculantes, par exemple, puisque c'est quand même un des gros cœurs du métier de Saphir. Donc les portes basculantes, ça se compose en plusieurs parties. On a la partie principale qui est le tablier, qui est la partie qui s'ouvre quand vous arrivez dans le garage. C'est la partie qui va s'ouvrir quand vous allez donner un top à votre télécommande. Donc ça, ces tabliers-là, c'est de l'assemblage. Donc on a des barres d'aluminium qu'on fait développer par des partenaires qui sont des extrudeurs d'aluminium. Et en usine, on les découpe, on les assemble, on les fixe entre elles. Et après, on vient mettre la partie habillage, donc ça s'appelle du bardage, mais on a de plus en plus de nouveaux matériaux
Les architectes aujourd'hui sont très innovants et il y a une dizaine d'années, on fabriquait principalement des tôles en bardage et maintenant on a de plus en plus de nouveautés dans les habillages de tôle. Donc on vient fixer ces habillages sur les profils en aluminium et donc là on constitue la première partie qui s'appelle le tablier. Donc ce que vous voulez dire, c'est que le profil aluminium finalement est habillé, emballé finalement par d'autres matériaux? Oui, c'est ça. Il est recouvert d'un matériau qui permet de s'adapter aussi à l'environnement du bâtiment. Alors quels sont les matériaux qu'on utilise pour recouvrir ces feuilles d'aluminium? Alors on est aussi soit de l'acier, donc le bardage c'est des fines lames d'acier, mais on a aussi maintenant des tôles en aluminium qu'on vient travailler, qu'on vient perforer. On peut faire des choses, on peut aussi faire de la découpe laser pour venir mettre le logo d'une entreprise ou le logo d'une collectivité sur une porte. On peut faire des portes en plexiglas, on travaille beaucoup l'aluminium, le plexiglas, notamment sur ces portes de plus en plus spéciales. La demande d'un logo, c'est de plus en plus fréquent? C'est fréquent, ça arrive. Disons que ça permet de bien communiquer, ça permet aux entreprises notamment de communiquer. On avait fait une époque pour 3 gros par exemple, où on avait mis leur logo sur la porte du restaurant. Et le fait d'imprimer ce logo, comment c'est fait, dans quel matériau le logo? Parce qu'il faut que ça dure dans le temps. Donc là, c'est des tôles d'aluminium qui vont être découpées. Il y en a une en fond qui elle est pleine et par-dessus, on vient découper le logo sur une autre tôle qu'on vient mettre par-dessus, en surimpression. Alors quand on fait toutes ces opérations, ce sont des opérations manuelles ou ce sont des opérations avec des machines? Est-ce que ça peut être automatisé? C'est ça ma question. Alors aujourd'hui, nous, l'usine de Saphir, on se définit comme des artisans évolués, donc on a beaucoup d'opérations manuelles. Et effectivement, les opérateurs sont amenés à faire beaucoup de manutention du matériel, donc des tôles notamment. Mais on a une vraie volonté, justement, à travers ce projet, d'avoir davantage de machines pour pouvoir notamment limiter les manutentions et faciliter le travail de nos salariés. Et il y a possibilité d'industrialiser. Après, la particularité, c'est que tout est fabriqué sur mesure. En fait, on fabrique à la demande, on s'adapte au trou qui est dans le parking et on fait vraiment des portes complètement sur mesure par rapport aux besoins du client. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de porte standard en fait? C'est à chaque fois différent? À chaque fois c'est différent et à chaque demande il y a un ordre de fabrication qui est émis et qui correspond à une demande particulière. Moi, je pensais que c'était des fabrications automatiques, qu'on ne pouvait pas. Je ne pensais pas qu'on pouvait demander exactement pile à l'ouverture que l'on souhaite et qu'on était obligé de passer par des standards, puisque bon, la taille d'une voiture ou d'un camion, c'est à peu près, on le connaît. C'est vraiment du sur-mesure, effectivement. Alors certains garages permettent l'accès à une seule voiture, d'autres peuvent faire à la fois l'entrée et la sortie. Et dans ces cas-là, c'est une seule porte, même pour l'entrée et la sortie, ou vous faites 2 portes? Ça dépend. On peut faire une seule porte de plus de 5 mètres de large, et à l'inverse, on peut aussi faire 2 portes. Ça dépend des choix, notamment des architectes dans les parkings. 5 mètres de large, c'est le maximum? Non, on peut aller jusqu'à 5 mètres 700 aujourd'hui. Donc on peut avoir une ouverture de garage de 5,7 mètres, c'est ça que vous dites? Et la hauteur, quelle est la taille maximum? La hauteur, on va jusqu'à 2,9 mètres. Donc presque 3 mètres en fait. 3 mètres, ouais. Donc ça permet quand même de pouvoir ranger les camions de pompiers, ce genre de choses, c'est ça? Exactement ça. Et après on peut aller plus haut, mais avec d'autres types de portes qui ne sont pas des basculantes, mais qui sont présentes des portes sexuelles. Et c'est pour ça que vous dites que vous êtes un artisan des portes, c'est-à-dire que tout est fait sur mesure, et en fait encore à la main, finalement. C'est ça, on a encore beaucoup d'opérations manuelles, un vrai savoir-faire de nos salariés qui sont investis dans leur travail, qui sont là pour la plupart depuis de longues années, et qui ont vraiment acquis un savoir-faire et une expérience dans leur domaine. Alors vous allez investir, c'est quand même pas rien, environ 2 millions d'euros, c'est bien ça, dans ces nouveaux outils, à la fois dans l'usine et dans les outils de production. Quand est-ce que vous allez pouvoir déménager? Vous avez une idée? Aujourd'hui, l'objectif c'est de déménager début 2023, vu qu'on travaille effectivement sur un bâtiment neuf. Voilà, on est en train de lancer tout ce qui est construction de l'usine, donc le déménagement est prévu pour début 2023. Ce qui nous laisse le temps de bien travailler les process. Et on va d'ailleurs lancer là, dans le mois qui vient des groupes de travail avec nos salariés dans les usines pour qu'ils puissent s'approprier le projet, pour qu'ils puissent participer avec nous sur bien définir les besoins et développer les nouveaux process. Et on va faire des groupes de travail par entité.
Et vous allez déménager par entité telle que vous êtes organisé, ou c'est tout le monde d'un coup qui va déménager? A priori, on déménagera tout le monde d'un coup, vu qu'on va aussi investir dans de nouvelles machines. L'idée, c'est d'installer les nouvelles machines, de les faire fonctionner, et après, sûrement sur un week-end ou un long week-end, de pouvoir déménager l'ensemble des autres postes pour déménager sûrement tout le monde d'un coup. Alors, pour pouvoir financer tous ces investissements, comment avez-vous fait pour la recherche donc de fonds? Alors aujourd'hui, on a eu l'opportunité, effectivement, l'année dernière, alors qu'on était déjà en train de réfléchir sur le projet, c'est un de nos partenaires d'ailleurs, fabricant de machines, qui nous a parlé du projet PME. Donc là, ça a été un bol d'air dans notre projet, puisqu'on s'est aperçu qu'on avait effectivement la possibilité d'avoir des subventions. On a monté le dossier, on s'est fait aider aussi par GPSO qui nous a apporté de précieux conseils sur le sujet. Et du coup, on a eu la possibilité d'obtenir un financement à hauteur de 25% du projet Process par la région Île-de-France. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour nous. Et après, c'est le travail avec nos banques. Donc il y a un gros travail qui est fait par notre président et la directrice financière pour travailler avec nos partenaires bancaires pour qu'ils nous accompagnent aussi sur le projet sous forme d'emprunt. Les banques, est-ce qu'elles sont réceptives à l'investissement en machines-outils ou est-ce que c'est plus difficile? Oui, elles sont réceptives et elles nous accompagnent surtout dans nos développements, puisqu'on a besoin de ce projet aujourd'hui pour se développer, pour pouvoir augmenter nos capacités de production. Parce qu'en fait, un des points clés qu'on n'a pas eu le temps encore d'évoquer sur le projet, c'est qu'aujourd'hui, on est limité dans nos capacités de production. On aurait la possibilité commercialement d'aller chercher davantage de portes, mais on a beaucoup de difficultés pour les produire, donc d'où l'intérêt d'avoir une Donc commercialement, effectivement, vous ne pouvez pas prendre plus de commandes, c'est ça que vous voulez dire, ça freine vos commandes? On pourrait en prendre encore plus si on avait un outil plus adapté. Et du coup, vous allez pouvoir augmenter en capacité de production de combien de pourcents, vous pensez, avec cette nouvelle future installation? On a un projet à 3 à 5 ans de produire 10 à 15% de plus de portes. Ça veut dire que pour l'instant, vous êtes installé et les commandes, vous livrez les commandes en France. Est-ce que vous êtes aussi installé internationalement? Non, alors le marché en plus de la porte basculante est un marché vraiment français. On en vend tout petit peu dans les pays limitrophes, notamment du Benelux, mais c'est un produit vraiment français qui est aussi très présent dans les dom-toms. Donc, par exemple, on livre de manière très régulière la Réunion ou la Martinique et la Guadeloupe. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la porte basculante, c'est une porte qui se lève vers le plafond, hein, c'est bien ça? Jean-Luc Roulet, si je me trompe, vous m'arrêtez. Pourquoi c'est franco-français? C'est le marché comme ça. En fait, déjà, les parkings souterrains, c'est une particularité qui est relativement française. Dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, c'est plus des parkings extérieurs. Et donc là, soit ils sont ouverts, soit s'ils sont fermés, c'est plutôt par des portails. Donc c'est lié aussi à la typologie des parkings. Et en Espagne, on a d'autres types de portes qui sont des portes pliantes en deux parties, qui sont plus économiques à produire, mais moins endurantes aussi qu'une porte basculante, qui peut aller jusqu'à 1000 ouvertures par jour. Alors, il faut dire que également au niveau de votre entreprise, de votre groupe, Jean-Luc Roulet, le groupe Axedia, c'est aussi l'occasion de vous transformer, d'aller vers la transformation digitale. Qu'est-ce que ça veut dire pour un industriel comme vous, la transformation digitale? Dans la transformation digitale, il y a 2 ans, on a décidé de lancer un projet sur ce domaine parce qu'effectivement, on voyait bien que c'était quelque chose d'indispensable pour l'évolution de notre société. Donc, dans un premier temps, on a mis en place des outils principalement pour nos personnels de bureau et pour nos clients. Donc, avec une plateforme interne de type intranet, avec des portails clients sur lesquels ils pourront trouver tout un nombre d'outils adaptés à leurs besoins pour pouvoir chiffrer eux-mêmes les portes, pour pouvoir commander les pièces en e-commerce, des pièces détachées par exemple. Et donc tout ce volet-là est en train de se mettre en place dans notre société. Et par contre, on n'avait pas jusqu'à présent travaillé sur la partie production. Et donc la transformation digitale en production, c'est par exemple supprimer le papier pour ne plus avoir de fiches de fabrication qui circulent en papier, mais des écrans au poste de travail sur lesquels l'opérateur pourra directement accéder à sa fiche de production, à ce qu'il a à faire, déclarer son travail en direct. Est-ce que ça c'est demandé également par les salariés ou bien parce que ça évite les erreurs finalement d'avoir tout par écran plutôt que d'avoir des fiches papier? Oui, il y a une attente effectivement parce que c'est déjà plus moderne, effectivement ça limite les erreurs, ça permet plus d'interactivité également, puis ça va nous permettre de supprimer certaines opérations aujourd'hui assez fastidieuses comme scanner et ranger l'ensemble des feuilles. Donc ça c'est clairement des tâches sans valeur ajoutée qui vont disparaître demain au profit de choses beaucoup plus intéressantes.
Je crois que Renata Akora, vous avez une question à poser à Jean-Luc Roulet. Donc déjà, je trouvais intéressant comment que travaille sur l'humain, on va dire, au cœur des entreprises. Le fait de justement faire de groupes de travail avec les salariés par rapport au process, etc. Et donc du coup, c'était juste pour confirmer, mais je pense que l'intention aussi de ces projets, c'est de pouvoir augmenter la capacité de production sans pour autant surcharger au niveau de la charge de travail des salariés et qu'ils puissent garder aussi le côté bien-être, allié bien-être et performance, justement. C'est exactement ça, effectivement. C'est de pouvoir accroître nos capacités de production, mais aussi d'améliorer les conditions de travail. Aujourd'hui, c'est des métiers quand même assez pénibles avec parfois des fortes charges à transporter. Et on a aussi une vraie volonté dans ce projet-là de mettre en place des outils de manutention pour que les salariés puissent justement avoir moins d'efforts à fournir sur leur travail. Et ça, c'est les machines plus modernes qui le permettent également. Peut-être juste une anecdote là-dessus, enfin pas une anecdote, mais un commentaire sur ce point-là. Par exemple, on a une poinçonneuse numérique, et donc on vient fabriquer différentes pièces, et ça prend énormément de temps à venir ce qu'on appelle dégrapper les pièces de la tôle. Donc ça, c'est une version manuelle à tournevis qui est très longue. Et là, aujourd'hui, les nouvelles machines permettent, ça se fait tout en automatique, avec des pressions qui sont faites par la machine, qui vient le ranger automatiquement. Donc ça, c'est une étape où notre opérateur n'a pas de valeur ajoutée, qui est pénible à faire, et qui demain va être supprimé, et va lui permettre de faire autre chose de plus intéressant. Bien sûr. Alors, dans la fabrication des portes, on n'en a pas encore suffisamment parlé. On a parlé des portes basculantes, mais il y a aussi ce qu'on appelle des portes rapides. Qu'est-ce que c'est, des portes rapides ? Alors, les portes rapides, donc là, ce sont des portes qui sont fabriquées sur notre site qui est situé dans l'Oise, à côté de Compiègne, à Cuvilly. Donc, c'est la partie Saphir Industrie. Les portes rapides, c'est des portes en toile, ce sont des bâches en fait, qui vont s'enrouler ou s'empiler au plafond et qui vont permettre d'isoler un bâtiment industriel principalement, notamment pour tout ce qui est froid. Donc c'est une porte qui peut faire vraiment énormément de cycles tous les jours pour pouvoir isoler un bâtiment. Une porte sectionnelle, c'est des portes de 40 mm d'épaisseur qui vont sécuriser le bâtiment et éviter par exemple que le soir on ait des intrusions dans le bâtiment. Et les portes souples, elles vont plutôt apporter un confort au niveau de l'isolation thermique notamment. Est-ce que c'est très demandé? Est-ce qu'on peut les mettre en parallèle des portes basculantes pour isoler justement? Alors effectivement, on en voit de plus en plus en Ile-de-France, notamment sur des parkings, à la place des barrières automatiques. Donc on a une porte basculante qui va permettre de fermer le parking la nuit, et pour le jour, on remplace des barrières levantes par des portes souples qui permettent d'isoler. Alors, il y a une autre spécialité également dans votre groupe, c'est les ascenseurs monte-voiture, un petit peu, enfin, c'est très utilisé au Japon d'ailleurs, par manque de place. Est-ce qu'en France, c'est une niche ou est-ce qu'il y a une demande qui augmente? Alors, c'est une niche, effectivement, on en a beaucoup dans Paris. Et donc, on a effectivement dans le groupe la société AMV qui est un spécialiste de ces ascenseurs monte-voiture. Et ça permet, notamment quand il y a pas mal de manque de place, comme dans certains endroits dans Paris, de résoudre un certain nombre de problèmes de parking pour pouvoir aller ranger les voitures et après les sortir et les ranger. Etc. Mais ça reste c'est une niche finalement, et c'est surtout pour Paris. Les autres villes ne vous le demandent pas? Non, c'est principalement Paris et proche couronne. Et effectivement, nous on travaille principalement sur ce secteur. Alors, vous avez aussi une grosse activité parallèle aux portes, c'est dans le domaine de la sécurité. Alors, j'imagine sécurité industrielle. Expliquez-nous ce que vous proposez, Jean-Luc Roulet. Alors, effectivement, c'est la partie Axelia Distribution et Serra Electronics qui travaille sur ce domaine. Donc, on a la particularité avec l'usine Serra et la marque Septam d'être un des derniers fabricants de systèmes d'alarme intrusion filaire en France. Donc, qui viennent pour équiper notamment tout ce qui est usine et industrie. Donc ça, c'est une des parties de cette activité avec cette distribution. Et après, donc, en tant que distributeur, on a une quinzaine d'agences partout en France qui distribuent du matériel de sécurité des bâtiments. Donc il y a des domaines de l'intrusion, donc tout ce qui est système d'alarme. Il y a aussi le contrôle d'accès qui permet d'accéder selon un certain nombre d'outils au bâtiment. On a également le développement en ce moment de la vidéosurveillance. Donc là, on travaille sur la mise en place de la fourniture de caméras et toute l'intelligence qui va avec. On en a beaucoup parlé au moment du Covid. Donc ça, c'est aussi un des domaines d'activité. On a aussi toute la partie sécurité incendie qui équipe les bâtiments pour détecter tout départ d'incendie, pouvoir alerter. Voilà. Donc
Donc ça, c'est également un fort domaine dans notre société. Donc ça, c'est Septam, en fait, ce sont les produits Septam. Il y a les produits Septam qui sont des produits français et Axelia Distribution qui est le distributeur. Et là, évidemment, j'imagine qu'on demande de plus en plus de la sécurité. Oui, bien sûr. Ce qu'on dit également au niveau du groupe, c'était vrai pour Saphir et on se l'a approprié au niveau du groupe, c'est que notre métier, c'est de mettre en sécurité les personnes et les biens. Et c'est vraiment, on est au cœur de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'à la fois de sécuriser pour les personnes quand elles vont, notamment une porte de garage, quand elles vont rentrer dans le parking, il faut qu'elles soient en sécurité, qu'il n'y ait pas de risque de panne ou d'accident sur la porte. Et après, mettre en sécurité les biens. La porte, elle va empêcher des effractions pour rentrer dans le parking, pour abîmer les voitures. Les systèmes d'alarme, de la même manière, ils vont permettre, ou les systèmes de caméra de vidéosurveillance, de sécuriser les installations et de donner confiance aux utilisateurs. Quand vous parlez d'amélioration du bien-être des salariés, c'est pour pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ça que vous investissez dans votre nouvelle chaîne de production et de nouvelles machines. C'est pour permettre aux salariés de faire d'autres choses. Du coup, en même temps, vous allez proposer, vous avez des offres à pourvoir en ce moment? Donc là, c'est surtout effectivement avec ce projet qui verra le jour dans un demi maintenant qu'on va pouvoir avoir des évolutions de postes. Après, aujourd'hui, on recherche toujours effectivement sur le site de Gargenville. On a des postes à pourvoir, notamment sur la fabrication de tabliers dont je parlais tout à l'heure. Et dans un certain nombre d'autres postes de l'atelier, oui, on recrute actuellement et on est en recherche. Donc c'est ce qu'on appelle des postes d'opérateurs, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous demandez comme caractéristiques? Est-ce que ça peut être des jeunes, des moins jeunes, des gens en reconversion? Aujourd'hui, on donne la chance à tout le monde. Effectivement, on demande principalement des gens qui déjà du bon sens, de l'envie, et puis des gens qui savent utiliser leurs mains, effectivement, puisque comme je le disais, on a aujourd'hui des tâches assez manuelles. Après, on ne demande pas de diplôme ou d'expérience particulière, mais plutôt voilà, de la volonté, de l'envie et de s'intégrer au projet. Est-ce que c'est des postes qui peuvent être en alternance? Alors, dans l'atelier, c'est assez difficile en alternance, puisqu'effectivement, on a besoin de manière régulière et quand l'étudiant est à l'école, il faut qu'on puisse le remplacer. Par contre, on travaille beaucoup en alternance, effectivement, sur d'autres postes et on a aujourd'hui dans le groupe entre 5 et 10 alternants, je crois que c'est une petite dizaine d'alternants sur différents métiers, notamment sur les parties R&D et méthode. On en a aussi sur la partie vente, on en a en comptabilité, en contrôle de gestion, etc. Donc on est convaincu que l'alternance est quelque chose de très important pour nos sociétés, qui permet justement de former en amont les jeunes, de les faire découvrir le monde de l'entreprise tour. C'est quelque chose de très important pour eux et très efficace pour la suite. Et on est vraiment en pointe là-dessus, puisque je vous dis, on a une dizaine d'alternants en ce moment. Alors je crois que vous recherchez également un responsable des systèmes d'information pour le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous comme profil de poste? Alors, ce poste-là, la particularité, c'est que la personne qui tient ce poste-là aujourd'hui, c'est lui qui va s'occuper justement du projet de la nouvelle usine et des nouveaux process. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à le remplacer sur son poste. Donc, c'est quelqu'un qui va gérer pour le groupe l'ensemble des infrastructures informatiques et tout ce qui est aussi fonctionnement des ERP, de la téléphonie, donc tous les systèmes d'information. Et puis, vous avez un troisième grand poste aussi que vous recherchez un spécialiste ou un grand compte de groupe. Ça, c'est plutôt du commercial? Ça, c'est du commercial et effectivement, on a un besoin aujourd'hui de se développer sur nos grands comptes nationaux, sur l'ensemble des activités, que ce soit sur la partie Axelia Distribution, Saphir ou ETME, dont on n'a pas parlé encore, mais qui est aussi une entreprise du groupe. Et effectivement, on recherche un responsable grand compte pour piloter toute cette partie-là auprès de nos principaux clients. Et donc, quand vous recherchez comment faites-vous au niveau de la recherche de personnel? Vous passez par des sites spécialisés, vous allez à Pôle emploi. Quels sont vos critères de recherche, où vous mettez vos annonces? En fait, ça va dépendre aussi de la typologie du poste. On travaille dans certains cas avec des partenaires, des professionnels à qui on donne la mission de faire le recrutement. Donc un cabinet de recrutement. Ça peut arriver. Et là, par exemple, sur le poste de responsable informatique, on fait le recrutement en interne. Donc on a travaillé, donc c'est notre équipe RH qui a travaillé directement avec donc des sites comme l'APEC, avec différents sites internet où on a publié des annonces, on récupère des candidatures et après on reçoit les candidats.
Donc on s'adapte en fait à la localité déjà, aux difficultés à recruter sur l'emplacement et au type de poste. C'est-à-dire que vous privilégiez à qualité, j'allais dire égale, le fait que la personne habite proche, c'est ça aussi? Oui, ça c'est un point important effectivement, parce qu'on sait que sur la durée, des longs trajets ne sont pas forcément faciles à vivre, donc on essaie de trouver en local. Est-ce que c'est facile de recruter en ce moment? C'est très compliqué de recruter en ce moment, on a d'énormes difficultés, on a certains postes où on a mis beaucoup de temps à pourvoir, et partout en France d'ailleurs, puisque là on a par exemple un poste de vendeur comptoir à Nantes qui est ouvert depuis plus de 6 mois et qu'on n'a toujours pas réussi à pourvoir. Donc, si des jeunes ou des moins jeunes nous entendent, eh bien, il faut vous contacter, Jean-Luc Roulet. Comment on fait pour vous contacter si on est intéressé par ces offres d'emploi? Il y en a quand même un certain nombre chez vous. On peut, sur le site internet par exemple du groupe Accedia, il y a une partie recrutement sur laquelle on peut directement poser son CV. Donc les offres y sont, elles y figurent, et donc il y a possibilité de déposer directement le CV. Et on a réponse en combien de temps? En général, on répond de manière très réactive. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça change la donne. Avant on envoyait, je sais que les gens envoyaient des CV, personne ne répondait aux mails, et maintenant c'est une habitude que tout le monde a pris. Oui, puis en plus c'est vrai qu'il y a plus d'activité peut-être avec les mails maintenant, avec le site internet, mais on répond rapidement effectivement aux demandes. Alors, autre spécialité chez vous, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Roulet, dans le groupe Accedia, il y a une troisième grosse entreprise, c'est ETM. Que fait-elle? Alors ETME est un distributeur dans le domaine des automatismes, donc c'est le même secteur d'activité que Saphir et Saphir Industrie. Et ETME a deux parties. Il y a une partie fabrication de cartes électroniques et de moteurs, donc pour motoriser des portails, pour motoriser des portes, pour motoriser des rideaux métalliques. Et après il y a une partie également de distribution de tous ces systèmes-là, donc moteurs, cartes, des feux clignotants, des systèmes de commande, etc. Donc on a le même pôle d'activité que Saphir, mais dans la partie distribution. Par contre, vous ne faites pas de bras articulés pour des portes qui s'ouvrent en deux. C'est bien ça? Alors, sur les portes battantes, on peut vendre des moteurs de la ETME aujourd'hui ici distribue et vend des moteurs. Par contre, effectivement, l'activité fabrication de portes battantes est assez faible chez nous. On a juste une porte à la gamme qui s'appelle la B724 qui permet notamment de fermer des portes cochères. Mais ce n'est pas le cœur. C'est pas le cœur de la demande, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Est-ce que les particuliers, c'est un cœur de métier, enfin, un cœur de cible commerciale que vous ciblez? Alors aujourd'hui, on est plutôt quand même basé sur le tertiaire et sur l'industrie, et donc le collectif d'habitation. Par contre, on a quand même une activité, effectivement, pour le particulier. Saphir Industrie, la société qui est située dans l'Oise, fabrique des portes sectionnelles pour le particulier. Donc toujours, on ne vend qu'à des installateurs. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on ne vend jamais en direct. On passe toujours par nos réseaux d'installateurs et de distribution. Et on fabrique également donc, des portes sectionnelles pour le particulier. Alors, qui sont vos réseaux de distribution? Qu'est-ce que vous avez choisi, Jean-Luc Roulet? Alors, on travaille avec notamment beaucoup d'installateurs régionaux qui sont très implantés dans leur bassin d'emploi. Et on a aussi quelques installateurs nationaux, notamment les ascensoristes. Donc là, on est sur les portes de garage. Sur la partie sécurité, on va aussi avoir, voilà, on est un peu dans la même cible avec des professionnels implantés localement et également quelques gros télésurveilleurs ou industriels nationaux. Est-ce que sur votre site internet, on trouve la liste des distributeurs les plus proches avec leurs coordonnées pour que si jamais un particulier ou un professionnel recherche, il puisse les contacter? Alors effectivement, sur le site internet, donc là si on revient en porte de garage, le site internet Saphir est un peu obsolète. Donc dans notre projet justement de digital, on est en train de le refaire et le prochain site va être publié cette année. Mais on peut effectivement trouver une liste de partenaires. Sinon, le plus simple, c'est de téléphoner directement à l'usine et on mettra en relation avec nos partenaires en local. Jean-Luc Roulet, pour finir cette interview, finalement, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur? Quels sont vos besoins? Aujourd'hui, globalement, on a besoin déjà de visibilité sur l'avenir parce qu'avec cette période Covid, c'est quand même assez difficile. Par exemple, les copropriétés, nous, sur les portes basculantes de collectivités, on est aussi dépendant des assemblées générales de copropriétés. Là, on sait que c'est très perturbé, il y en a beaucoup qui ont été reportés. Donc c'est important qu'on puisse aussi avoir ce type de décision de prise pour pouvoir continuer à vendre nos portes.
Il y a également le marché du neuf, on est dépendant également du marché du neuf, donc, qui est très incertain aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc, voilà, Ce qui veut dire que vous, la pandémie, vous avez vu une chute de chiffre d'affaires en 2020 ? Alors, un petit peu, puisqu'en fait, c'était difficile de rattraper ce qui a été perdu sur le mois de mars et d'avril. Parce que là, vous êtes arrêté à 100%, c'est ça que vous voulez dire ? À 100% pendant 2 semaines. Après, on a quand même relancé progressivement. Donc, on a eu sur le groupe, de manière générale, une perte de chiffre d'affaires environ d'un mois d'activité. Ce qui reste très raisonnable comme perte de chiffre d'affaires par rapport à d'autres. Donc finalement, vous avez fait appel au PGE et au chômage partiel ou pas du tout? Alors oui, on a dû faire appel à l'activité partielle, notamment sur la période mars-avril, et également le PGE, oui, pour pouvoir passer les échéances, on a contracté. Donc finalement, vous l'avez utilisé ce PGE, vous ne l'avez pas gardé comme bas de laine, comme font certains, au cas où ce soit encore plus dur dans les prochaines semaines? Au moment pour passer effectivement la période difficile, notamment au niveau de la trésorerie. J'imagine que tout ça, dans un groupe de 450 personnes, fait que vous discutez avec les salariés. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, de cette pandémie et des efforts à faire, confinement, pas confinement? On sent de plus en plus, là, sur les dernières semaines, et notamment après la période des fêtes, quand même côté anxiogène, je pense que notamment nos jeunes n'ont pas forcément bien vécu le fait de ne pas du tout pouvoir profiter des fêtes de fin d'année, et ça devient difficile. En plus, on est en période d'hiver, il ne fait pas forcément beau, on a les journées qui sont courtes, etc. Voilà, je pense qu'il y a une vraie envie maintenant d'en sortir et de passer à autre chose, et la période est difficile. Donc vous sentez que le moral de vos salariés est en baisse? Oui, surtout ces dernières semaines, effectivement, et avec cette période d'hiver en plus. Donc quand on annonce, comme aujourd'hui, un 3e confinement, vous pensez que ça va être difficile à supporter par les salariés? Sûrement, après il faut voir les détails effectivement de ce confinement, notamment est-ce que l'école va être maintenue ou pas. Mais c'est clair que ça va être difficile, notamment si ça se confirme que l'école va être arrêtée en tout cas quelques semaines. Forcément, c'est de nouveaux soucis pour les personnes qui doivent faire garder leurs enfants, qui doivent essayer de concilier le travail en parallèle. Avec, si le travail est compliqué, des risques aussi sur la santé économique des entreprises. Donc effectivement, ça provoque de l'anxiété chez tout le monde. Parce que vous avez pu mettre une partie de vos salariés en télétravail ou pas? Alors oui, on l'a fait, sur certains postes, on a effectivement mis en place du télétravail, donc sur certains postes ça fonctionne parfaitement, sur d'autres c'est déjà pas possible. C'est impossible sur la production. Et même sur certains postes en bureautique, c'est compliqué parce qu'il faut quand même, c'est beaucoup plus efficace d'être sur site directement dans l'usine et au plus près des autres services. Donc on le met en place dès qu'on le peut en fait, et en accord avec les salariés également. Alors en conclusion, Jean-Luc Roulet, il y a une phrase qui vous plaît, c'est une phrase d'Andy Warhol. Vous dites, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Pourquoi? Oui, je pense que c'est vrai. On a une certaine, c'est vraiment ce qu'on venait de dire, il y a une certaine insouciance, je pense, au niveau de l'enfance, qu'on a tendance à perdre, en tout cas pour certains, quand on grandit, quand on est plus confronté à la réalité de la vie et à des sujets et aux soucis actuels. Et c'est vrai que je pense que ça fait du bien de temps en temps de retrouver cette insouciance. Son âme d'enfant et de se dire que finalement, la réalité, de temps en temps, il faut s'en échapper. Oui, et puis pouvoir profiter au maximum de l'instant présent. Ça, vous avez bien raison. Merci Jean-Luc Roulet. On va faire une nouvelle pause musicale et puis après, on va passer la parole à notre deuxième invité du jour, Renata Koura, docteur en neurosciences et qui publie Un autre regard sur la performance. Attention, ça va piquer. Ah bon? Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va piquer. Qu'est-ce que tu nous passes là? Comment? Oui. Ah, tu nous passes les cactus. Les cactus. Les cactus de Dutronc. C'est quoi son prénom? J'ai un trou. Thomas? Non. Non, le père. Non, c'est le père. Jacques. Voilà, c'est ça, merci. Je suis pas réveillée aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez dire, Jean-Luc Roulet, sinon, qu'on n'a pas dit? Non, je pense que c'était bien. Moi, ça m'intéresse à titre personnel, votre distributeur de bras articulés. Parce que nous, je crois qu'avec le gel, le froid, l'usure, je crois qu'on a un bras qui va mourir. Alors si on peut faire travailler.
demande à un installateur de passer en fait. Vous êtes où? Ici. C'est ici, là, juste ici. Ici, en Enghien. C'est sympa ici, hein, je ne connaissais pas. Vous connaissez pas? Non. Vous habitez où? À Paris, enfin maintenant à Clichy, mais à Paris. Ah bah oui, puis vous êtes allé faire un tour près du lac, non? Mais Bah, après, je passe, oui, je suis venue en... bah après prenez 5 minutes à pied, c'est Ouais. pas loin. Hein. Ah, Ouais. c'est très beau. Ouais, c'est Prenez très 5 beau. minutes, vous tournez Ouais. en sortant. Moi, Là. je passais devant en voiture. Ah, vous êtes passé devant. Ouais. Oui, C'est ici, super ici beau. on est à la campagne en Ouais, fait. c'est super. On a l'impression d'être à la campagne. C'est moins dur pour nous le confinement ici, quand on est à la campagne, que quand on est en pleine ville, hein, forcément. Mais c'est clair, Super on a la mignon. chance d'être en maison aussi, c'est vrai qu'il faut Ouais. penser à ceux qui sont en appartement. Enfin, nous personnellement, effectivement, on est en maison. En plus, moi j'ai 2 chiens. Donc moi, le confinement, je le sens pas tellement parce que je sors avec mes chiens. Moi, j'ai un chien aussi. Donc, hein, c'est pratique. Ouais, c'est bien. Bon, évidemment, on a moins de relations sociales. Ouais. Ça, c'est sûr, comme tout le monde. Mais nous, on est des mais ça privilégiés. aide. Nous, on n'est pas en appartement, on n'a pas d'enfants en bas âge. Oui, Ça, ça aussi, c'est je sais pas très comment, compliqué. les pauvres. Ouais. J'entendais un monsieur ce matin qui s'exprimait, il disait que on est au bord du divorce, on est au bord de la rupture avec ma femme, parce que là, si on a un 3e confinement, il faut qu'on trouve quelqu'un pour garder nos enfants, on n'en peut plus. Il disait, le pauvre. Allez, on y va. Autre sujet aujourd'hui, après donc l'industrie, la relocalisation industrielle, l'investissement en outils de production et en bien-être des salariés qu'on vient de voir avec Jean-Luc Roulet, du groupe, directeur général du groupe Axedia. On va aborder bien sûr la transformation managériale et des modes de travail, d'autant avec cette pandémie, grâce à Renata Koura, qui est docteur en neurosciences et qui en même temps publie un livre qui s'appelle Un autre regard sur la performance. Un livre publié donc aux éditions qu'on peut trouver donc sur le site scisense.fr. Mais Renata Koura, j'avais envie de vous demander, vous avez été chercheur à l'INSERM, vous êtes docteur en neurosciences. Alors la recherche, on peut s'en passer finalement au bout d'un certain temps. Comment se fait-il qu'on arrête de faire de la recherche? C'est vrai que la recherche, c'est un métier de passion. Je suis toujours passionnée et je fais toujours un peu de recherche. Je reste en collaboration avec des collègues chercheurs au CNRS, à l'INSERM. Et chez Neurotelos, on a aussi un axe recherche et développement qu'on garde et qu'on fait en collaboration, en partenariat avec d'autres institutions privées et publiques de recherche. J'ai commencé ma vie scientifique très tôt, j'avais 16 ans. J'ai fait 20 ans dans la recherche. Il faut dire que vous êtes brésilienne. Oui, je suis Et que, brésilienne. non, mais c'est très important par rapport à ce que vous venez de dire, parce que vous avez eu droit, entre guillemets, à un programme spécial pour commencer dès l'âge de 16 ans. Ouais, exactement. Expliquez-nous ce que vous avez vécu. Alors au Brésil, il y a un institut de recherche un peu équivalent en envergure, on va dire, à l'Institut Pasteur en France, qui est l'Institut Oswaldo Cruz, qui est très tourné donc, vers les maladies tropicales, la production de vaccins, etc. Et ils ont donc un programme qui s'appelle Programme de vocation scientifique, ouvert aux lycéens. Et donc on passe, c'est assez difficile d'accès, on passe tout un processus sélectif de concours, mais on peut y accéder donc en tant que stagiaire à partir de la première année du lycée. Et donc ça nous permet de justement faire une initiation scientifique et puis décider si c'est vraiment une carrière qu'on a envie de suivre. Ça ou peut pas. peut-être donner des idées à l'exécutif français qui cherche des solutions pour faire venir les jeunes, et notamment les jeunes femmes, aux études scientifiques. Ouais, c'est vraiment génial comme programme. Donc je fais ça pendant tous les lycées. Et puis là-bas aussi, même depuis le début, quand on est en université, on va dire de biologie, des biomédecines ou des médecines, que c'était mon cas, on a aussi accès dès le départ, dès les premières années, à un programme qu'on appelle aussi d'initiation scientifique. Donc on peut être en stage tout de suite depuis le début. Donc en fait, moi, je ne suis jamais arrêtée. J'ai commencé à l'âge de 16 ans et j'ai fait tout mon parcours, toujours en travaillant déjà en tant que stagiaire et en tant que chercheur. Voilà, et après 20 ans de recherche, donc ça vous fait 20 ans de recherche. Oui, donc du coup, ça m'a fait assez tôt 20 ans de recherche, maintenant plus. Donc je fais les tours, je passais par plusieurs domaines avant d'arriver aux neurosciences, qui était ma cible, on va dire, dont la génétique, la biologie moléculaire, et les maladies tropicales aussi. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, je ne me sentais plus contribuer autant restant derrière ma paillasse.
je commençais à sentir le besoin d'appliquer ces connaissances-là dans la vraie vie et amener cette connaissance à portée des gens. Parce qu'on sait que notre cerveau est à l'origine de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait. Et que connaître le mode de fonction de notre cerveau nous permet aussi de mieux nous connaître et de mieux intervenir déjà dans notre bien-être personnel, physique, mais aussi psychologique, émotionnel et mental, mais aussi dans notre rapport aux autres et à la vie, au travail, etc. En plus, c'est très important ce que vous venez de dire parce que des chercheurs donc, américains ont trouvé que le Covid, quand il s'installe, ça n'est pas dans les poumons en fait à l'origine, mais dans le cerveau. Et c'est bien l'organe central qui commande tout en fait. C'est bien ça? Oui, exactement. En fait, apparemment, donc, selon le Covid, on en découvre de choses, le coronavirus, de jour en jour. tous les jours. De jour en jour, oui. Mais en fait, apparemment, c'est une maladie qui est systémique aussi et qui atteint aussi les cerveaux, donc qui peut laisser aussi des séquelles au niveau cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une maladie systémique? Expliquez aux auditeurs. C'est-à-dire que ça atteint tous les systèmes du corps, pas seulement le poumon. Donc, c'est pas, au départ, on pensait que c'était une maladie respiratoire parce que le coronavirus, ça fait partie des familles des virus de la grippe. Mais en fait, on a compris que ces virus, il va jouer sur le fer qui est lié à l'hémoglobine du sang et qui donc va transporter l'oxygène. Et il y a plusieurs effets dus à ça. Donc d'une part, le fer qui n'est pas collé à l'hémoglobine en grande quantité, il est toxique pour le corps, pour le foie. Donc ça commence à porter préjudice au niveau cardiovasculaire. Et c'est ça aussi qui empêche donc la fixation de l'oxygène. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de questions, même sous-respiratoires, etc. C'est difficile en fait parce que si on fixe par l'oxygène, on a beau donner de l'oxygène et l'organisme n'arrive pas à le fixer. Et c'est pour ça aussi que ça devient beaucoup plus grave quand on a des comorbidités, c'est-à-dire des maladies qui atteignent, qui vont déjà porter préjudice au fonctionnement cardiovasculaire, l'obésité, le diabète, plein de maladies, les maladies cardiovasculaires, hypertension, parce que le corps il est déjà dans un équilibre qui est un peu limite, qui est précaire, mais qui fonctionne, qui retrouve son équilibre. Mais du coup, le virus bouscule un peu ce système et puis peut devenir plus difficile de rééquilibrer. Alors, du coup, en tout cas, merci pour toutes ces explications parce qu'effectivement, c'est très clair avec vous, ces avancées, ces nouvelles découvertes sur la Covid. Du coup, vous, après vos recherches, donc, vous vous installez en France. D'ailleurs, vous êtes naturalisée française maintenant. Oui, donc je suis venue en France pour faire la dernière année de ma thèse de doctorat, qui était sur la thérapie génique, donc le traitement génétique d'une maladie neurodégénérative. Donc je suis venue à l'Institut Pasteur pour la dernière année de ma thèse et je suis restée. J'ai toujours été passionnée par la France depuis toute petite et donc je suis depuis 7 ans maintenant, 6 ans, naturalisée française. Et donc vous créez cette entreprise NeuroTelos, ce cabinet d'accompagnement dans la transformation managériale et des modes de travail. Déjà, NeuroTelos, c'est pas un nom pris au hasard? Non. Alors, NeuroTelos, c'est la jonction de neuro pour neurosciences, ma passion et mes connaissances de base. Et telos vient du grec ancien et ça veut dire accomplissement, résultat, développement. Et donc, c'était un peu l'idée de unir les neurosciences à l'accomplissement personnel et professionnel. Comment on peut justement allier bien-être et performance aujourd'hui. Alors donc, dans l'objet, dans la mission de votre entreprise, c'est la transformation de la culture managériale et des modes de travail. Donc là, on est en plein dedans avec cette pandémie. Oui, exactement. Donc en fait, j'avais fondé donc l'Empowerment Center qui regroupe donc 6 sens, qui fait le même travail mais pour les particuliers. Donc tout ce qui est, on va dire, bien-être individuel, intelligence émotionnelle, gestion du stress, augmenter son niveau d'énergie, etc., sa capacité de focus et de concentration. Donc un travail sur l'individu pour renforcer sa structure biologique, augmenter son niveau d'énergie et lui permettre aussi de mieux travailler sur soi-même, sur son comportement, sa créativité. Et NeuroTelos qui va donc travailler avec cette transformation au sein des entreprises, au niveau du leadership, de la culture managériale. Et en fait, ça, c'était un besoin qu'on voyait déjà, qui était croissant. Mais comme toute transformation, on commence à prendre conscience et on a du mal justement à passer du savoir à l'application. Que ce soit donc aujourd'hui avec toutes les avancées des neurosciences, on n'a pas encore changé nos méthodes d'enseignement, on n'a pas encore changé nos méthodes de travail parce que c'est toujours long ce processus. On pourrait quand même l'accélérer. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on devrait en fait changer rapidement et nos méthodes d'enseignement
et nos méthodes de travail. Oui, et nos mentalités, surtout. Et nos mentalités. On a beaucoup de travail avec vous, alors, Renata Koura. Donc, vous allez nous expliquer comment faire. Oui, en fait, cette situation des pandémies, d'ailleurs, toute situation des crises, finalement, c'est toujours aussi une opportunité qui pousse un peu la porte en disant, oui, mais les changements, c'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Donc, je pense que si on peut tirer un côté positif de toute cette situation, c'est cette accélération, on va dire, de cette disruption d'anciens modèles qui ne marchent plus, en fait, qui ont bien marché. Donc, toute notre société, y compris le monde corporatif, s'est fondée sur nos besoins fondamentaux. Pour les entreprises, les besoins fondamentaux, c'est les résultats, c'est les chiffres. Et en fait, on a confondu le moyen avec la fin. L'objectif, la raison d'être d'une entreprise ne peut pas être les chiffres, ne peut pas être les résultats, même s'il est important. Moi, je dis toujours que le résultat est pour l'entreprise, enfin, l'argent est pour l'entreprise, c'est que la nourriture est pour nous. On en a besoin, on ne peut pas s'en passer, mais on ne peut pas dire mon raison d'être, mon objectif de vie, c'est manger. Ça fait pas beaucoup de sens. Et donc, de ce fait, on a créé des organisations qui sont très focalisées sur les systèmes, sur les process, et très peu focalisées sur l'humain en tant que tel. Ou même quand on s'occupe, quand on a commencé à se rendre compte qu'il fallait se préoccuper des salariés, des collaborateurs, c'était aussi au niveau de ses besoins fondamentaux. C'est-à-dire, on va permettre le télétravail. Bon, maintenant, ça a changé la donne avec la pandémie. On va mettre des tables de baby-foot, de coins sieste. On va donner des tickets restaurants, de crèches pour les enfants. Enfin, je ne sais pas, mais de donner plein de choses qui sont très importantes. Sauf qu'aujourd'hui, ça, ce sont de droits acquis, quelque part. Et on s'est rendu compte que nos besoins psychologiques, ils ne sont pas du tout comblés. Donc finalement, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, c'est ça que vous dites, Renata Koura ? Il faut faire, mais c'est pas suffisant. D'accord ? C'est nécessaire. Et à chaque fois, des situations comme la pandémie, ça nous ramène à nos besoins fondamentaux. Parce que là, c'est vraiment le besoin de sécurité. Sécurité au niveau de notre santé, sécurité au niveau de notre emploi. Donc, ça nous ramène quand même à ces besoins fondamentaux. Mais ça a fait aussi, c'est quand même énorme, en période de crise, la quantité de startups qui se sont créées. Parce que les gens ont commencé aussi à se poser des questions sur le vrai sens. Sur le fait je passe peut-être mon temps à faire des choses qui ne font pas de sens pour moi. Alors, une fois qu'on a installé la machine à café, l'espace sieste ou l'espace rencontre, le baby-foot ou je ne sais quoi, peut-être il y en a certains qui font venir des gens pour garder ses enfants, d'autres pour prendre tout ce qui est, je ne sais pas, linge à laver, enfin bref, les services à la personne. Alors finalement, une fois qu'on a fait tout ça, vous dites-vous, Renata Koura, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre alors ? Alors, ce qui est très important, et c'est un besoin puisque nous sommes des animaux sociaux, c'est la base de notre bien-être mental, psychologique, c'est l'empathie et les interactions sociales. D'accord ? Donc en fait, construire de relations humaines basées sur la confiance et sur l'engagement. Et pour ça, il y a tout un changement de mentalité parce que dans notre culture globale et en France, ça c'est très, très accentué, on a une mentalité très fixe où l'erreur n'est pas acceptable, l'échec c'est horrible, on a peur, on est en constante compétition, on est en quête de perfection, c'est jamais assez, on donne jamais assez. Juste pour l'anecdote, je raconte ça souvent. Quand je suis arrivée, je donnais des cours à l'Institut Pasteur pour un master. Et première évaluation, les étudiants passaient leurs oraux. On était un jury de professeurs. Et après, on délibérait sur le note. Et en fait, il y avait certains étudiants, j'avais donné 20 sur 20. Et les autres professeurs m'ont dit, mais non, mais vous êtes folle, on ne fait pas ça. Et pourquoi ? Bah non, on peut jamais, ça peut jamais être parfait. Il faut jamais, max 16. On mettait le max à 16, alors pas avant. Et donc, depuis l'école, on apprend que, quoi que ce soit l'effort qu'on fasse, on n'a pas, c'est jamais assez. C'est jamais assez bon. On récompense le résultat ou on punit sur les résultats et jamais l'effort. Et ça génère ce qu'on appelle donc des mentalités fixes ou des mentalités figées, qui fait qu'on plafonne un apprentissage, un développement des compétences et ça porte préjudice à nos relations humaines, des confiances, parce que du coup on est tout le temps en train de se méfier, on a peur d'assumer nos responsabilités, d'assumer nos erreurs, donc soit on est en culpabilité, ce qui nous bloque, soit on est en jeter la responsabilité sur les autres. On rentre plutôt dans un mode passif face à la vie, au travail, etc. C'est toujours la faute des autres et moins un acteur de sa propre vie. C'est très français.
Enfin, je suppose que c'est humain, très c'est pas qui est français, c'est humain. C'est humain. Mais c'est vrai qu'on a une culture comme ça. Donc il y a un changement de mentalité très important. On comprend mieux pourquoi vous dites que la première chose à changer, c'est la méthode d'enseignement. Ouais. Mais après, pour le chef d'entreprise, finalement, mettre toutes ces pratiques dans l'entreprise, vis-à-vis des salariés qui ont justement cette mentalité fixe, comme vous dites, comment fait-on? Moi, je travaille justement plutôt avec les dirigeants, le top management, parce que je pense que ces changements, ils doivent venir du haut, ils doivent venir d'une nouvelle direction, un nouveau sens, une nouvelle vision des choses qui va aider justement à changer la mentalité de ses collaborateurs. Après, il y a un travail qui est très important et que quand on parle des grosses entreprises, d'ailleurs j'interviens plutôt pour de grosses entreprises, même si j'accompagne aussi des dirigeants des startups, c'est de travailler par unité, par équipe. D'accord ? Chaque leader avec son équipe. La base, c'est d'une part, prendre conscience qu'il est important de partir du bien-être individuel, c'est-à-dire que les gens puissent avoir du temps pour elles, pour se développer, se sentir bien. Bon, on n'est pas responsable de bien-être individuel de chacun, en tant que chef d'entreprise, mais au moins de donner les temps. En France, on a les problèmes du présentéisme. Il faut faire des heures absurdes de travail pour dire qu'on est compétent. Et du coup, la vie passe à côté et on n'est pas bien, parce qu'on n'arrive pas à équilibrer la vie pro et la vie perso. Donc il y a ces côtés de bien-être individuel et puis après, là où je travaille le plus, c'est sur la création de ce que j'appelle un environnement fort. Comment on fait pour créer un environnement où on peut se rendre vulnérable? Se rendre vulnérable veut dire je peux demander d'aide, je peux avouer et assumer mes erreurs et je peux m'exprimer sans avoir peur d'être jugé, d'être puni, d'être exclu, de perdre dans la compétition. Quand on génère ça, on génère de la confiance. Oui, mais alors, j'ai une petite question à vous poser par rapport à tout ça, c'est qu'on oublie la hiérarchie. On ne parle pas de la hiérarchie dans le management français, humain, j'allais dire. Comment fait-on? Parce qu'on parle du patron, du chef d'entreprise, ok, mais il a d'autres, il a des sous-dirigeants, si vous voulez, par équipe, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors on fait comment c'est pour ça, quand on est le salarié qui... C'est pour ça que le travail doit être fait par cellule. Donc l'idée, c'est de travailler. Bien évidemment, il y a une direction à donner, et ça vient du haut, mais après, il y a un travail de chaque leader avec ses équipes. D'accord? Parce que ça, c'est comme si chaque équipe était une petite famille et qu'on doit du coup nourrir et générer cet environnement. Il y a des méthodologies pour ça. Donc, moi, j'utilise des méthodologies spécifiques pour pouvoir, elles sont très basées sur la communication, mais sont vraiment des choses systématisées qui vont nous permettre de justement passer du savoir au savoir-faire. Et qui vont permettre donc d'avoir des vraies relations de confiance et de générer une mentalité de croissance justement, où l'erreur, il est utilisé comme apprentissage, comment on fait pour s'améliorer et pour faire mieux la prochaine fois, mais c'est pas un drame, où chacun peut assumer. Donc, en fait, c'est ça, c'est que si chacun peut demander d'aide, on génère un environnement d'entraide. Si chacun peut avouer, assumer ses erreurs, on génère un environnement de responsabilité de chacun. Et si on génère un environnement où tout le monde peut exprimer ses sentiments, ses opinions, etc., sans avoir peur, on génère de la confiance. Et quand on fait ça, on génère de l'engagement. La France est aujourd'hui un des pays avec le plus grand pourcentage de désengagement au travail. Ça, c'est vrai, je l'ai déjà annoncé, plus de 50%. D'accord ? Donc, c'est vraiment problématique parce qu'on est... quelque part, toute cette partie de nos besoins qui sont biologiques, d'accord, qu'on dit psychologiques, mais c'est biologique, qui ne sont pas là et qui ne sont pas tenus en compte et qui, quelque part, les entreprises, même si elles ont pris conscience, elles ne savent pas encore faire. Et elles essayent de traiter les problématiques humaines comme on traite les problématiques opérationnelles. C'est-à-dire, on fait une formation de 3 jours et ça y est, on est tous des top managers et tout va bien se passer. Et quand on parle de comportement, parce qu'on parle des changements de mentalité et des comportements, c'est comme apprendre à jouer un instrument de musique. Il nous faut de l'entraînement, il nous faut des prises de conscience, il nous faut de temps de mise en pratique, d'application, et puis il faut beaucoup d'entraînement et de l'accompagnement de cette transformation. Alors, vous avez pas dit que tout à l'heure que vous utilisiez des méthodes particulières, dont la méthode de Rose. Expliquez-nous ce qu'elle a de particulier, cette méthode. Systématisée. Et c'est une méthodologie qui, pour moi, elle est très complète parce qu'elle travaille sur ces deux axes. Elle travaille sur l'axe du travail sur l'individu, avec des techniques très précises au niveau de l'énergie, de bien-être physique, donc de tout ce qui est renforcement de cette structure biologique, des habitudes de vie, hygiène de vie, etc., pour associer justement ces bien-être physiques, on va dire, et mental à la performance. Tout ce qui est intelligence émotionnelle, gestion des émotions, etc. Et tout ce qui est performance cognitive, intuition, créativité, focus, concentration, entre autres.
Et puis, il y a tout le travail, on va dire le pilier comportemental, qui va travailler sur le collectif pour promouvoir innovation, intelligence collective. Donc, tout ce qui passe par donner du sens, qui d'ailleurs, j'ai dit assez souvent qu'avant d'être une question philosophique, c'est un besoin biologique. Notre cerveau fonctionne à presque 100% de manière automatique. Et pour qu'il accepte de basculer du pilote automatique au mode conscient, qui dépense beaucoup d'énergie, il faut qu'il comprenne pourquoi et quelle est l'utilité. Sinon, ça représente pour notre cerveau un gaspillage d'énergie qui va porter préjudice à notre survie. Donc, cette bascule, ces renforcements, on va dire, de notre pensée consciente, elle demande de donner du sens. C'est ça qui permet à notre cerveau de mobiliser l'énergie pour nous motiver pour faire quelque chose, surtout dans la durée, dans l'endurance, d'accord, surtout dans des moments difficiles. Donc là aussi, les entreprises, elles traversent des problèmes qui s'éclatent comme ça, parce que quand tout va bien, des fois, même sans faire un travail de fond sur les relations humaines, bon, ça se passe bien, on a de la chance de joindre des gens qui s'entendent bien, etc. Mais quand on arrive à un moment des crises, des stress plus importants, où on a besoin de demander un effort supplémentaire aux gens, là, ça passe plus. C'est ce travail de base, de socle, d'environnement fort et des relations humaines n'a pas été fait. Mais même en même temps, on voit aussi que pour le chef d'entreprise, c'est difficile parce que quand on n'a pas de vision, comment est-ce qu'on peut donner une vision à ses salariés si soi-même on ne sait pas comment. Je pense notamment à tous ceux qui sont dans la restauration, dans la culture, c'est terrible. Oui, après, je pense qu'il y a la vision par rapport à la capacité d'anticipation, et ça, on est tous dans la même situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des capacités d'anticipation en ces moments. On a la vision plutôt au niveau du sens. C'est quoi les sens? Pourquoi on est là? Pourquoi on est ensemble? Pourquoi on travaille ensemble? Vers où on va ensemble? Je raconte toujours aussi une anecdote qui, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais pour moi, je trouve très, très illustrative. Et apparemment, à l'époque du président Kennedy aux États-Unis, il était allé visiter la NASA. Et le monsieur qui s'occupait de la porte, de l'accueil, va l'ouvrir la porte. En arrivant, donc le président le salue et lui demande ce qu'il fait, c'était quoi son rôle. Et lui, il dit, moi, je suis ici pour aider à amener l'homme à la Lune. Mais il était simplement le monsieur qui s'occupait de la porte. Et ça, c'est l'idée de donner du sens et de la vision. C'est-à-dire que chacun dans l'entreprise, dans l'équipe, indépendamment de sa mission, de son poste, de son rôle, qu'il comprenne en quoi son travail contribue pour le tout. Et c'est ça qui engage les gens, même dans les périodes difficiles. Et même si les dirigeants, le manager, plus on est haut en responsabilité, on porte un fardeau quand même assez important. Assez lourd. L'accompagnement des dirigeants sert aussi à ça, quelque part à qu'ils se sentent épaulés et qu'ils aient aussi un peu de support parce qu'ils portent tout, ils ne peuvent pas vraiment partager. Donc il y a une sorte de solitude du dirigeant là-dessus. Et qui eux aussi ils doivent se donner les moyens qu'ils soient bien pour justement pouvoir associer bien-être et performance et pouvoir continuer à bien gérer ses équipes. Mais il n'a pas besoin de porter la responsabilité d'avoir des réponses à tout, de voir la solution à tout, mais aussi de s'y montrer aussi vulnérable et de pouvoir aussi communiquer que je ne sais pas, mais j'ai besoin qu'on reste ensemble. Voilà. Alors justement, vous publiez un livre qui s'appelle « Un autre regard sur la performance ». Ça peut aider tout le monde à justement tout ce travail à faire. Et il est grand, vous venez de le dire, hein, changer nos méthodes d'enseignement, de travail et notre mentalité. C'est pas rien. Et vous donnez des astuces, notamment pour le système nerveux. Vous dites, il y a 8 astuces pour exercer notre cerveau. Vous parlez aussi de la respiration, que c'est très important. Et vous donnez d'ailleurs des techniques. Et vous parlez aussi de l'alimentation, donc c'est très important de bien manger, de manger équilibré selon son propre système finalement. Oui, bien sûr. Je pense que la base, encore une fois, c'est d'avoir conscience. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en pilote automatique, que ce soit par culture, parce qu'on a toujours fait comme ça, donc on continue juste à reproduire les choses. Et sans vraiment connaissance de comment notre corps fonctionne, ce dont il a besoin. Et donc là, l'idée, c'est la prise de conscience de comment ça fonctionne, ce qui est important, ce dont notre corps a besoin. Puis après, l'idée, pour le professeur De Rose qui a systématisé cette méthode, il a une phrase que j'aime beaucoup qui est « La liberté est notre bien le plus précieux ». Et c'est vrai. Donc après, plus on est conscient, plus on est libre aussi de faire nos choix de manière consciente et puis d'adapter toute cette connaissance à la réalité et aux objectifs de chacun. Alors, il nous reste donc 3 minutes d'antenne. Ce qui est intéressant, Renata Koura, dans votre livre, c'est aussi tous ces schémas que vous donnez, les schémas du corps que vous donnez pour expliquer toutes les astuces et puis tout ce qu'il faut garder en tête, tous les mémos en fait,
pour justement arriver à se transformer soi-même. Mais finalement, ma dernière question, parce qu'on peut retrouver tout ça dans votre livre, il faut l'acheter. Vous allez nous dire comment on peut se le procurer, un autre regard sur la performance. Oui, on a sur les sites donc Empowerment Center, donc https voilà, Empowerment Center .derosmethode.org et normalement dessus on peut acheter les livres et on l'a aussi en version digitale sur Amazon. Sur Amazon, voilà, on peut le trouver très facilement. La question que j'avais envie de vous poser pour conclure, c'est finalement nos exécutifs, est-ce que vous pensez qu'ils n'anticipent pas suffisamment, puisque vous parlez qu'il faut anticiper, puisqu'on sait très bien maintenant que le Covid, il va y avoir, là on est au Covid 1, mais il va y avoir le 2, il y a déjà le 3, il y a le 4 qui arrive, avec tous les variants. Ouais, je pense que là, en moment des crises, je pense que tout le monde fait comme il peut. Je pense que notre exécutif essaye de faire en tout cas au mieux. Je me suis déjà portée volontaire, j'ai envoyé une lettre à Monsieur Macron et à Madame Brigitte en essayant en proposant de contribuer, on va dire, avec, comme je peux, pour contribuer à notre société. Parce que je pense que on reste en gestion des crises, on a une culture qui est de gestion des crises et des palliatifs plutôt que des préventions et d'anticipation. Là, quand la crise est liée déjà, forcément l'anticipation elle devient encore plus difficile. Donc je pense que là, avec tous les comités scientifiques, je pense qu'ils arrivent quand même, ils essayent de se faire vraiment conseiller et aider pour prendre les meilleures décisions et pour mettre dans la balance tous les enjeux économiques, politiques et sociétals. Mais effectivement, je pense qu'on peut encore aller plus loin dans cette anticipation et profiter surtout de cette occasion pour faire des changements plus profonds en termes des mentalités et des systèmes. Finalement, il faut qu'on s'habitue à vivre avec un nouveau virus, aussi. Tout simplement. Oui, mais aujourd'hui, c'est ces virus, demain, ça sert à d'autres choses. Oui, alors, c'est pas aussi... Là, c'est pas très positif pour finir notre émission d'aujourd'hui, mais c'est la réalité. Oui, non, et ce qui est positif, je trouve là-dessus, c'est que finalement, ça nous donne cette capacité ou cette stimuli, cette carotte pour finalement se prendre en main. Finalement, se prendre en main, c'est le mot de la fin. Merci, docteur Renata Koura. Je rappelle encore une fois votre livre, Un autre regard sur la performance, qu'on peut trouver sur Amazon, publié aux éditions Neurotelos, et vous le trouvez sur Internet, sur aussi sysens.fr. Très bonne journée à vous, à lundi, ciao ciao.